Je m'appelle Jean-Pierre, et le jour où mes enfants m'ont enterré vivant, je n'étais même pas encore mort. J'étais simplement dans ma chambre, cloué au lit par une mauvaise grippe qui me laissait sans force, mais les oreilles bien ouvertes. J'entendais tout depuis le salon. Leur voix, habituellement si rare dans cette maison, résonnait avec une clarté terrible, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour se partager les restes de ma vie. Ils parlaient de moi au passé, comme si j'étais déjà une photo jaunie dans un cadre sur la cheminée. Ce n'était pas la maladie qui me faisait mal, c'était de comprendre que pour eux, j'étais déjà parti, et que mon seul tort était de prendre mon temps pour le faire pour de bon. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus un père, mais un simple obstacle sur le chemin de l'héritage. C'est la voix de mon fils, Julien, qui a porté le premier coup. Le salon et la chambre principale seront pour moi, j'ai une plus grande famille, a-t-il lancé, comme s'il choisissait des meubles dans un catalogue. J'ai senti un froid glacial envahir ma poitrine, plus mordant que la fièvre. Puis Sophie, ma fille, a rétorqué, non pas pour me défendre, mais pour réclamer sa part du gâteau. Et moi je prends le garage et le bureau ? De toute façon, père ne sortira plus de sa chambre. Le mieux, c'est de vendre la maison et de partager l'argent, ce sera plus juste. Le coup de grâce est venu de ma belle-fille, avec un murmure qui a traversé les murs comme une lame. L'important c'est qu'il ne traîne pas trop. À cet instant, la douleur physique a disparu, remplacée par une chose bien plus profonde, une sorte de vide gelé, là où mon cœur aurait dû battre. Je suis resté parfaitement immobile sous mes couvertures. Une partie de moi voulait crier, me lever, leur jeter leur cruauté au visage, mais à quoi bon ? Ils m'avaient déjà jugé, et condamné. Le procès avait eu lieu sans moi, dans mon propre salon. Faire un scandale n'aurait fait que confirmer leur image d'un vieil homme sénile et pénible. Alors j'ai choisi le silence. Un silence lourd, absolu. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. J'ai bu chaque mot comme un poison, laissant leur cupidité m'emplir tout entier. C'est dans ce silence, dans cette immobilité forcée que la décision la plus importante de ma vie a commencé à germer. Ils pensaient que j'étais fini, mais ils venaient de me donner une dernière raison de me battre, non pas pour vivre, mais pour que ma mort ait un sens. Un sens qu'ils n'allaient pas apprécier. Les murs de cette chambre, je les connaissais par cœur, chaque fissure dans le plâtre, chaque imperfection. Je me souvenais du jour où j'avais posé la dernière brique de cette maison avec ma femme, Hélène. Nos mains étaient couvertes de ciment, mais nos cœurs débordaient de fierté. Nous avions planté le pommier dans le jardin le jour de la naissance de Julien. Nous avions fêté les anniversaires, les diplômes, les Noëls, entre ces murs qui représentaient toute une vie de travail acharné. J'avais donné 30 000 € de mes économies à Julien pour son entreprise, qui a fait faillite, sans jamais rien réclamer. J'avais aidé Sophie pour l'apport de son appartement. Et voilà ma récompense. Être traité comme un meuble encombrant, dont on attend avec impatience de se débarrasser. La promesse que j'avais faite à Hélène sur son lit de mort, de toujours prendre soin de nos enfants, résonnait comme une blague amère. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je savais que les choses n'allaient pas se passer comme il l'avait prévu. Cette maison, construite avec mon sang et ma sueur, symbole de l'amour pour ma famille, ne deviendrait pas le butin de leur avidité. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous crié, pleuré ? Ou auriez-vous, comme moi, commencé à bâtir un dernier mur, non pas avec des briques, mais avec le silence et la détermination ? Écoutez mon histoire jusqu'au bout, et dites-moi, qu'auriez-vous fait ? Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de dignité retrouvée, alors abonnez-vous à la chaîne. Cette maison, avant d'être un bien à se partager, a été le rêve de ma vie. Je suis né à la campagne, dans une petite ferme où on ne possédait pas grand-chose, mais où la parole donnée valait plus que n'importe quel papier signé chez le notaire. Mes parents m'ont appris une chose simple. Ce que tes mains construisent, personne ne peut te l'enlever. C'est avec cette idée en tête que j'ai quitté mon village, pour la ville, pour l'île, avec rien d'autre dans les poches que l'envie de bâtir quelque chose de solide. Je ne savais pas encore que je bâtirais une famille, des murs, et finalement, ma propre déception. Le ciment et la brique, ça je savais les manier. Les cœurs de mes propres enfants, c'était une autre affaire. C'est là que j'ai rencontré Hélène. Elle n'était pas juste ma femme, elle était mes fondations. Elle travaillait dans une usine de textile, et ses mains, tout comme les miennes, portaient les marques du labeur. On n'avait pas besoin de grands discours pour se comprendre. On partageait le même rêve. Une maison à nous, un jardin, et des enfants qui couraient dedans. Le soir, après nos journées de travail épuisantes, on s'asseyait sur un banc public, et on dessinait nos plans sur des bouts de papier.
Elle choisissait la couleur des volets, je calculais le nombre de briques, c'était notre projet, notre ancre. Elle était le ciment qui tenait ma vie, et quand elle est partie, j'ai commencé à me fissurer de l'intérieur, bien avant que mes enfants ne commencent à me démolir. Je suis devenu maçon. Ce n'était pas un métier de bureau, c'était un travail dur, qui vous use le dos, et vous abîme les mains. Mais chaque soir, quand je rentrais couvert de poussière et de sueur, j'avais la fierté de celui qui a créé quelque chose de concret. J'ai construit des écoles, des immeubles, des maisons pour d'autres. Et pendant toutes ces années, je mettais de côté chaque franc, puis chaque euro, pour notre propre chantier. Mon corps a vieilli plus vite que celui des autres, mais je me disais que c'était le prix à payer pour offrir à ma famille un toit solide au-dessus de la tête. Je ne savais pas que ce toit servirait un jour à abriter leur cupidité, et non leur amour pour moi. Puis Julien est né. Ce jour-là, le monde a changé de couleur. Tenir ce petit être dans mes bras, c'était comme poser la première pierre de la plus belle des constructions. Avec Hélène, on a planté un pommier dans le coin du terrain que nous venions d'acheter. On s'est dit que l'arbre grandirait en même temps que notre fils. Chaque année, je le regardais prendre de la hauteur et de la force, et je voyais en lui le reflet de mon garçon. Je voulais qu'il ait des racines solides, qu'il sache d'où il venait. Aujourd'hui, le pommier est immense, et donne toujours des fruits. Julien, lui, a oublié les racines. Il ne voit plus que les branches, et comment les scier pour en tirer profit. Quelques années plus tard, Sophie est arrivée, et notre bonheur était complet. Elle était la douceur après la force, la petite fleur fragile de notre jardin. La maison, qui n'était encore qu'un chantier, a commencé à résonner de ses rires. C'était pour eux que je me levais à 5 heures du matin, même en plein hiver, quand le gel vous mordait les os. Je travaillais le week-end, je prenais tous les chantiers qu'on me proposait. Je voulais qu'ils ne manquent de rien, qu'ils aient les études que je n'avais pas eues, les chances que la vie ne m'avait pas offertes. Je leur ai tout donné, et en retour ils m'ont tout pris, même ma dignité, ou du moins ils ont essayé. La maison a pris forme lentement, brique par brique. Ce n'était pas juste un assemblage de murs. C'était nos économies, nos nuits blanches, nos espoirs. Je me souviens des week-ends entiers passés sur l'échafaudage, avec Hélène qui m'apportait le café pour me réchauffer. Les enfants jouaient au milieu des sacs de ciment, et leur rire était la plus belle des musiques. Chaque brique que je posais, je la posais en pensant à eux. Celle-ci c'est pour la chambre de Julien, celle-là, pour la cuisine où Hélène préparera nos repas. Cette maison c'était le livre de notre histoire familiale, écrit avec de la sueur et de l'amour. Ils n'ont voulu en lire que la dernière page, celle qui parle d'argent. Nos premières années dans la maison finie étaient les plus belles. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais on était riche de tout le reste. Les anniversaires étaient simples. Un gâteau fait maison par Hélène, quelques bougies et des cadeaux fabriqués de mes propres mains. Je me souviens d'avoir construit une petite cabane en bois pour Sophie dans le jardin. Ses yeux brillaient plus que si je lui avais offert tous les jouets du monde. On était une famille, une vraie. On s'asseyait tous ensemble à table le soir, et on parlait de nos journées. Il y avait du bruit, de la vie, de l'amour. C'est ce silence, aujourd'hui, qui me tue plus que n'importe quelle maladie. Le silence de l'absence, et de l'indifférence. Je me rappelle très bien du jour où ma vieille voiture a rendu l'âme. Elle était mon outil de travail, indispensable pour me rendre sur les chantiers. J'avais mis un peu d'argent de côté pour la remplacer. Mais au même moment, Sophie nous a annoncé qu'elle voulait acheter un petit appartement avec son fiancé. Il leur manquait une partie de l'apport. Hélène et moi, on n'a pas hésité une seconde. L'argent pour la voiture est allé directement dans l'avenir de notre fille. J'ai continué à me débrouiller avec les transports en commun et le covoiturage pendant des années. Pour moi ce n'était pas un sacrifice. C'était normal. Un père fait ça pour ses enfants. Ce qui n'est pas normal, c'est d'oublier de tels gestes. Et puis il y a eu Julien et son projet d'entreprise. Il était plein d'ambition, il voulait être son propre patron. Il m'a présenté son plan, avec des chiffres et des graphiques que je ne comprenais pas toujours. Mais je voyais l'étincelle dans ses yeux. Il avait besoin de 30 000 € pour démarrer. C'était toutes les économies que j'avais gardées pour ma retraite, pour mes vieux jours. Mais comment refuser ça à son fils? Je les lui ai donnés, sans signer le moindre papier, sans jamais imaginer lui réclamer un jour. Son entreprise a fait faillite 2 ans plus tard. Je ne lui en ai jamais voulu. Je lui ai juste dit que l'échec faisait partie de la vie. Je ne lui ai jamais rappelé cette dette. Pour moi c'était un don. Pour lui visiblement c'était un dû. Le tournant le vrai ça a été la maladie d'Hélène. Le soleil s'est éteint dans la maison. Le cancer l'a emporté petit à petit, et avec elle la joie de vivre. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle. Je la lavais, je la nourrissais, je lui lisais des histoires pour qu'elle s'endorme sans trop de douleur. Les enfants venaient la voir bien sûr, mais ils avaient leur vie, leur travail, leurs propres soucis. C'est moi qui étais là, jour et nuit, à tenir la main de mon amour jusqu'à son dernier souffle.
Sur son lit de mort dans notre chambre, elle m'a fait promettre une chose. Jean-Pierre, prends soin de nos enfants. Garde la famille unie. J'ai promis. J'ai essayé. Mais on ne peut pas maintenir unis des gens qui ne veulent que se déchirer. Après son départ, la maison est devenue immense et vide. Le silence était assourdissant. J'ai essayé de maintenir les traditions. Le déjeuner du dimanche, les fêtes de Noël. Au début, il venait. Mais peu à peu, les excuses se sont multipliées. On est fatigué, papa. On a quelque chose de prévu ce week-end. Les déjeuners se sont espacés puis ont disparu. Je me retrouvais seul à table, dans cette grande salle à manger que j'avais construite pour nous tous. Je parlais à la photo d'Hélène sur la cheminée, lui racontant que les enfants allaient bien, pour ne pas l'inquiéter, où qu'elle soit. Je me mentais à moi-même pour tenir la promesse que je lui avais faite. Mes enfants ont fondé leur propre famille, et j'étais fier. J'étais papy Jean-Pierre. Au début, ils m'amenaient les petits-enfants. C'était des bouffées d'air frais, des éclats de rire qui chassaient les fantômes. Mais là aussi, les visites sont devenues plus rares. Leurs conjoints, surtout. La femme de Julien, le mari de Sophie. Je sentais bien leur regard sur la maison, sur les meubles. Ils ne me voyaient plus, moi. Ils voyaient un vieil homme qui occupait une maison trop grande pour lui. Un obstacle. Les conversations ont changé. On ne me demandait plus comment j'allais, mais si j'avais pensé à faire un testament, si la maison avait été estimée récemment. La subtilité n'a jamais été leur fort. Le coup le plus dur, avant celui que je viens de vivre, a été pour mon 75e anniversaire. C'était un chiffre important, 3/4 de siècle. J'ai attendu toute la journée. Un appel, un message, une visite surprise. Rien. Le téléphone est resté muet. Le soir, vers 22h, Sophie a appelé. « Ah oui, c'est vrai, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, papa. » On est débordé en ce moment, tu sais. Sa voix était pressée, distante. Elle avait oublié. Julien a envoyé un simple message texte le lendemain matin. J'ai compris ce jour-là que je n'étais plus une priorité. Je n'étais même plus sur la liste. J'étais devenu une note de bas de page dans le livre de leur vie. Puis sont venues les humiliations silencieuses. Lors du dernier repas de Noël chez Julien, on m'a placé au bout de la table, à côté des enfants, comme si j'étais l'un d'eux. La conversation des adultes se passait loin de moi. Je n'entendais que des bribes. On ne m'adressait la parole que pour me demander de passer le sel. J'étais là, physiquement, mais j'étais déjà un fantôme. On ne m'amenait plus mes petits-enfants sous prétexte que j'avais besoin de calme. Papy doit se reposer, disait-il. Ce n'était pas pour me protéger, c'était pour m'isoler, pour m'effacer doucement du tableau familial, pour que ma disparition finale soit moins dérangeante. Alors quand je les ai entendus dans le salon, se partageant mes meubles et mes murs, ce n'était finalement pas une surprise. C'était juste la conclusion logique des années de lente mise à l'écart. J'avais construit cette maison pour y abriter l'amour, les souvenirs, une lignée. Je voulais leur léguer un foyer, un lieu où ils pourraient toujours revenir, se sentir chez eux. Mais ils n'ont jamais vu le foyer. Ils n'ont vu que la propriété. Ils n'ont pas compris que la vraie valeur de ces murs ne se comptait pas en euros, mais en battements de cœur, en rires d'enfants et en larmes d'adieu. Ils ont souillé chaque brique que j'avais posée avec amour. Cette prise de conscience, dans mon lit, fiévreux et impuissant, a été une étrange libération. La promesse faite à Hélène, je l'avais tenue du mieux que je pouvais. J'avais pris soin d'eux, même quand ils ne prenaient plus soin de moi. Mais elle m'avait demandé de garder la famille unie, pas de nourrir des vautours. En m'enterrant avant l'heure, ils m'ont libéré de ma promesse. Ils m'ont montré leur vrai visage, et m'ont donné, sans le savoir, la force et la justification pour mon dernier acte de construction. Je n'allais pas bâtir avec des briques cette fois, mais avec la loi et la justice. Une justice silencieuse, la seule qui ait vraiment de la valeur. Le déclin n'a pas été brutal, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Après la mort d'Hélène, il y a eu une période de deuil partagé, où mes enfants semblaient se souder autour de moi. Ils m'appelaient tous les jours, s'assuraient que j'avais mangé, que je ne me laissais pas sombrer. Mais le temps est un acide, qui ronge les bonnes intentions. Les appels quotidiens sont devenus hebdomadaires, puis mensuels. Le « on passe te voir dimanche, papa » s'est transformé en « on essaiera de passer le week-end prochain si on n'est pas trop fatigué ». Les excuses étaient toujours valables, toujours logiques. Le travail, les enfants, la vie qui court. Mais derrière la logique, je sentais le fil se tendre, puis se distendre, jusqu'à ne plus vibrer du tout. Le chagrin s'estompait pour eux, remplacé par les tracas du quotidien. Pour moi il restait, et la solitude venait s'y ajouter. L'influence des conjoints a été un poison lent. Au début ils étaient pleins de compassion. La femme de Julien, Catherine,
m'apportait des plats cuisinés. Le mari de Sophie, Marc, proposait de tondre la pelouse. Mais leur gentillesse avait une date d'expiration. J'ai commencé à remarquer leurs regards. Des regards qui ne s'attardaient pas sur moi, mais sur les murs, les meubles, le terrain. Catherine a commencé à glisser des phrases à l'oreille de Julien, des chuchotements que je n'étais pas censé entendre, mais dont je devinais la teneur au changement d'expression de mon fils. Marc, lui, était plus direct. Il parlait de l'entretien de la maison comme d'un fardeau, d'un gouffre financier. Vous devriez penser à plus petit Jean-Pierre. Pour votre tranquillité. Ma tranquillité, ou la leur? La question flottait dans l'air, sans jamais être posée. Je me souviens d'un déjeuner dominical, l'un des derniers où nous étions tous réunis. L'ambiance était déjà différente, moins spontanée. On parlait de leurs vacances, de leurs projets d'agrandissement. J'étais un spectateur silencieux. À un moment, Marc, en regardant par la fenêtre, a lancé d'un ton faussement désinvolte. C'est quand même un sacré potentiel ce terrain. En plein centre-ville, ça doit valoir une fortune aujourd'hui. Un silence est tombé. Sophie a fusillé son mari du regard, mais le mot était lâché. Potentiel. Ma maison, le fruit de ma vie, n'était plus un foyer, mais un potentiel. Une ligne dans un bilan comptable. J'ai senti un froid dans mon dos, mais j'ai souri, comme si je n'avais pas compris. Je ne voulais pas voir. Pas encore. J'ai fait semblant de croire qu'il parlait d'architecture, pas d'argent. Les conversations ont changé de nature, insidieusement. On ne me demandait plus de raconter mes souvenirs de chantier, ou comment j'avais rencontré Hélène. Ces histoires, qui étaient le ciment de notre famille, semblaient les ennuyer. Désormais, les questions étaient pratiques, inquisitrices. « Dis, papa, tu as bien gardé toutes les factures des travaux ?» me demandait Julien. « Le toit, il a été refait quand ?»« Il faudrait penser à l'isolation, » ajoutait Sophie. Il parlait de ma maison comme si j'en étais le simple gardien, le concierge vieillissant d'un bien qui leur revenait déjà de droit. Ils ne me demandaient plus comment j'allais, mais comment allait la maison. Lentement, j'ai compris que pour eux la maison était vivante, et moi je ne l'étais plus tout à fait. Les petits-enfants ont été mon dernier rayon de soleil. Leur rire dans le jardin me rappelait le temps où Julien et Sophie étaient petits. Mais ce soleil-là aussi a pâli. Les visites se sont faites plus courtes, plus encadrées. Catherine et Marc trouvaient toujours une raison pour écourter le moment. « Il ne faut pas trop fatiguer, papy. » C'était leur excuse favorite. Je n'étais pas fatigué, j'étais affamé de leur présence. Je voulais leur montrer comment construire une cabane, leur apprendre le nom des oiseaux. Mais on me confisquait ces moments, sous prétexte de me protéger. En réalité, ils coupaient les ponts. Ils empêchaient les racines de se transmettre. Ils ne voulaient pas que leurs enfants s'attachent trop à un vieil homme et à une vieille maison destinée, dans leur esprit, à disparaître bientôt. Le coup de poignard le plus innocent est venu de mon petit-fils, Léo, le fils de Julien. Il avait 6 ans. Un après-midi, alors qu'il jouait sur le tapis du salon, il m'a regardé avec ses grands yeux sérieux et m'a dit « Dis papy, maman dit que quand tu seras au ciel avec mamie Hélène, on viendra habiter ici, et on changera tout parce que c'est démodé. » Il a dit ça avec la simplicité d'un enfant qui répète ce qu'il a entendu, sans comprendre le poids des mots. Mais pour moi cette phrase a été une déflagration. Catherine ne se contentait pas de le penser, elle le disait. Elle le disait devant son fils. Elle préparait déjà l'avenir, sur les ruines de mon présent. J'ai eu du mal à respirer. Je lui ai juste caressé les cheveux, et j'ai dit, « C'est bien mon grand. » Le jour de mes 75 ans a été le véritable tournant. Un cap. 3/4 de siècle. J'avais préparé un gâteau, comme Hélène le faisait. J'ai attendu, toute la journée, le téléphone posé à côté de moi. Chaque son dans la rue me faisait sursauter. J'imaginais une visite surprise, mes enfants et petits-enfants arrivant en chantant. Mais les heures ont passé, lourdes et silencieuses. Le soleil s'est couché sur ma solitude. Le gâteau est resté intact sur la table. Vers 10 heures du soir, le téléphone a enfin sonné. C'était Sophie. « Papa ? » ?»« Excuse-moi, je suis désolé, avec le boulot, les enfants. » J'ai complètement oublié. « Bon anniversaire. » Sa voix était plate, pressée. Elle avait oublié. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était pire. C'était de l'indifférence. J'étais sorti de ses pensées. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Julien. Un simple SMS. « Salut papa. Bon anniv en retard. J'espère que ça va. Bise. » Pas d'appel. Pas de voix. Juste quelques mots sur un écran, froid et impersonnel. C'était presque plus blessant que l'oubli de Sophie. C'était un devoir accompli sans le moindre sentiment.
une case cochée dans une liste de choses à faire. J'ai regardé le pommier dans le jardin, celui que nous avions planté pour sa naissance. Il était majestueux, plein de vie. Et je me suis dit que j'avais réussi à faire pousser un arbre, mais que j'avais échoué à faire grandir un fils reconnaissant. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus le patriarche, le pilier. J'étais devenu une obligation, un souvenir encombrant. Le Noël suivant, la tradition a été rompue. Pour la première fois, le réveillon ne s'est pas fait chez moi. C'est plus simple chez nous, papa, on n'a plus de place pour les enfants, avait argumenté Julien. J'ai accepté, pour ne pas faire d'histoire. Mais en arrivant chez lui, j'ai compris. La grande table était dressée, mais ma place n'était pas au centre. On m'avait installé à un bout, entre deux de mes petits-enfants, comme si j'étais l'un d'eux. La conversation des adultes se passait loin de moi. Ils riaient, parlaient de leurs amis, de leurs projets. J'étais un étranger à leur table. On ne s'adressait à moi que par politesse, pour me demander si je voulais encore un peu de vin. J'étais là, mais j'étais déjà parti. J'étais le fantôme du Noël présent. Ce soir-là, le sentiment d'invisibilité m'a frappé de plein fouet. Je regardais mes enfants, leurs conjoints, et je ne les reconnaissais plus. Ils avaient leur propre code, leurs propres blagues. J'étais le vestige d'un autre temps, d'un autre monde. J'essayais de participer, de poser une question, mais ma voix se perdait dans le brouhaha. On me répondait par un sourire vague, avant de se tourner vers quelqu'un d'autre. C'est une humiliation silencieuse, terrible. Être entouré des siens et se sentir plus seul qu'au milieu d'un désert. J'ai arrêté de parler. Je me suis contenté de manger, de regarder les lumières du sapin, et de penser à Hélène. Je me suis demandé ce qu'elle aurait dit si elle avait vu ça. Même les gestes les plus simples avaient disparu. Les étreintes de mes enfants étaient devenues des formalités. Sophie, qui se jetait dans mes bras quand elle était petite, me faisait maintenant une bise rapide sur la joue, en gardant ses distances. Julien me serrait la main, ou me donnait une tape dans le dos, un geste d'homme à homme, mais sans la chaleur d'un fils pour son père. Le contact physique, ce langage qui dit tant de choses sans les mots, s'était éteint. Leur corps me disait ce que leur bouche n'osait pas encore formuler. Tu es vieux. Tu es du passé. Ne nous touche plus. On ne touche pas les fantômes. On les ignore jusqu'à ce qu'ils disparaissent pour de bon. Catherine, la femme de Julien, était devenue la maîtresse des lieux même chez moi. Quand elle venait, elle inspectait tout. Un jour, elle a dit devant moi. Julien, ce vieux buffet, il est magnifique, mais il prend une place folle. Tu crois qu'on pourrait le récupérer pour notre entrée? Papa ne s'en sert plus vraiment? Elle parlait de mes meubles comme s'ils étaient déjà dans un inventaire de succession. Elle commençait à piller ma vie, morceau par morceau, avec mon consentement forcé. Car que pouvais-je dire? Si je refusais, je passais pour le vieil égoïste qui s'accroche à ses vieilleries. Alors j'ai dit oui. J'ai regardé des hommes emporter le buffet que j'avais acheté avec Hélène pour notre premier anniversaire de mariage. Chaque objet qui partait était un bout de mon histoire qu'on m'arrachait. Sophie, ma petite fleur, s'était transformée en une femme anxieuse et pragmatique. Ses appels étaient devenus des listes de doléances. Son travail la stressait, les crédits la rongeaient. Elle ne m'appelait plus pour prendre de mes nouvelles, mais pour se plaindre. Et au milieu de ces plaintes, il y avait toujours cette petite phrase, cette allusion, si seulement on n'avait pas toutes ces charges. Si on avait un peu plus d'aisance, je comprenais le sous-entendu. L'aisance, c'était l'héritage. C'était la maison. Ma mort devenait la solution à ses problèmes financiers. Elle ne me le disait pas, bien sûr. Mais c'était là, entre les lignes, dans les silences. Mon existence était devenue un obstacle à son bonheur. C'était la chose la plus cruelle qu'une fille puisse faire sentir à son père. Puis ils ont commencé à organiser ma vie à ma place, sous couvert de bienveillance. Papa, tu devrais vendre ta voiture, tu ne conduis presque plus. C'est des frais inutiles, m'a conseillé Julien. On a pensé à te prendre une femme de ménage. Tu ne peux plus tout gérer seul, a suggéré Sophie. Chaque proposition était une façon de me dire que j'étais devenu incapable. Ils ne me demandaient pas mon avis. Ils m'imposaient leurs solutions. Ils me dépossédaient de mon autonomie, de ma fierté. Ils me transformaient en assisté, pour mieux justifier leur prise de contrôle. Je n'étais plus le bâtisseur, le chef de famille. J'étais le vieillard qu'il fallait gérer, un problème à résoudre avant la solution finale. Il y a eu un jour où j'ai cessé de me battre. J'avais passé des mois à essayer de maintenir le lien. Je les appelais, je leur proposais de venir déjeuner, j'achetais des cadeaux pour les petits-enfants. Mais je ne recevais en retour que des réponses évasives, des promesses en l'air. Un dimanche, j'ai préparé un rôti, leur plat préféré. Je les ai appelés. Julien était parti en week-end. Sophie avait la grippe. J'ai mangé seul, face à la chaise vide d'Hélène. Et j'ai compris que je m'épuisais pour rien. J'ai décidé d'arrêter. D'arrêter d'appeler. D'arrêter d'inviter. J'allais attendre. Voir combien de temps il leur faudrait pour remarquer mon silence. J'attends encore.
Chacun de ces moments n'était pas un drame en soi. C'était une petite coupure, une piqûre d'épingle. Mais des milliers de piqûres finissent par vous vider de votre sang. C'étaient de petites morts quotidiennes. La mort de l'habitude, la mort du respect, la mort de l'amour. J'étais mort dans leur cœur bien avant que mon corps ne commence à faiblir. Ils m'avaient effacé de leur vie petit à petit, si bien qu'ils ne se rendaient même plus compte de ma présence, ou plutôt de mon absence. Je n'étais plus qu'une formalité administrative, un nom sur un acte de propriété. Un vieil homme qui occupait une maison trop longtemps. C'est pour cela que lorsque je les ai entendus, depuis mon lit de malade, se partager mes affaires, je n'ai pas été surpris. J'ai été anéanti mais pas surpris. C'était l'aboutissement logique de toutes ces années de lente dérive. Ce n'était pas une trahison soudaine, née de ma maladie. C'était la verbalisation de ce qu'ils pensaient et préparaient depuis si longtemps. Ils n'ont pas attendu que je sois mort. Ils ont simplement attendu que je sois trop faible pour protester. Ils ont cru que la fièvre m'avait rendu sourd. Mais elle n'avait fait qu'aiguiser mon oui. Et surtout, elle avait brûlé les dernières illusions que je pouvais encore nourrir à leur sujet. Leur conversation dans le salon n'était pas le début de la fin, c'était la fin, tout simplement. La fin de Jean-Pierre le père, le grand-père. La fin de la famille que j'avais construite avec Hélène. Allongé dans le noir, j'ai senti une étrange clarté m'envahir. La douleur était là, immense, mais elle était accompagnée d'une résolution froide et tranchante. Ils avaient prononcé la sentence, mais ils ignoraient qu'ils venaient de me donner la force d'écrire le dernier chapitre moi-même. Et ce chapitre, ils n'allaient pas l'aimer. Ils avaient ouvert mon testament trop tôt. J'allais le réécrire. Une dernière fois. Pour Hélène. Pour ma dignité. Pour chaque brique de cette maison qu'ils avaient souillée de leur cupidité. Mes enfants ont toujours pensé que j'étais un homme simple, Jean-Pierre, le maçon. Un homme bon avec ses mains, mais pas avec sa tête. Pour eux, mon esprit était aussi carré que les briques que j'avais passé ma vie à poser. Ils me voyaient comme un livre ouvert, une histoire simple écrite en grosses lettres. Travail, famille, retraite, et puis la fin. Ils lisaient la couverture, et croyaient connaître tout le contenu. Ils ne se sont jamais doutés qu'il y avait des chapitres cachés, des pages écrites à l'encre invisible que seule Hélène avait su déchiffrer. Leur plus grande erreur n'a pas été de me croire mourant, leur plus grande erreur ça a été de me croire stupide. Ils ont sous-estimé le vieil homme, et en faisant ça, ils ont signé leur propre déconvenue. Allongé dans ce lit, écoutant leur plan cupide, j'ai senti la fièvre de mon corps se transformer en une sorte de feu glacial dans mes veines. Ce n'était plus la maladie qui me consumait, c'était une lucidité terrible et puissante. Ils se disputaient les murs de cette maison, comme des corbeaux sur une carcasse. Ils ne savaient pas que le vrai trésor n'était pas là. Le vrai trésor, je l'avais enterré il y a plus de 40 ans, non pas sous terre, mais dans le silence. Un secret partagé uniquement avec ma femme, notre jardin secret, notre ultime rempart contre les coups durs de la vie. Et ce jour-là, en les entendant souiller la mémoire de tout ce que nous avions construit, j'ai su qu'il était temps de déterrer ce secret. Pas pour moi, mais pour l'honneur d'Hélène. C'était au début des années 70, la ville n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait encore des champs, des terrains vagues à la périphérie. Un jour, un collègue maçon, un vieil Italien du nom de Luigi, m'a parlé d'une parcelle. Un lopin de terre que personne ne voulait, coincé entre une voie ferrée désaffectée et un marécage, ça ne valait rien. Mais Luigi, avec son vieil instinct de paysan, me disait « Jean-Pierre, la terre ça ne bouge pas, c'est les hommes qui bougent autour. Achète ça, même pour une bouchée de pain. Un jour tes enfants te remercieront. » J'ai suivi son conseil. Pendant 1 an, j'ai fait des heures supplémentaires sur des chantiers difficiles, de nuit, sans rien dire à Hélène, pour ne pas l'inquiéter avec ce pari fou. Quand j'ai eu assez d'argent, j'ai acheté ce terrain. C'était devenu notre petit secret, à Hélène et moi. Au début, elle m'a traité de fou. Puis, elle a compris. Ce n'était pas un investissement, c'était une assurance. Une ancre. On s'était promis de ne jamais en parler aux enfants. Pas par manque de confiance, non. On voulait qu'ils apprennent la valeur du travail, qu'ils construisent leur propre vie avec la sueur de leur front, comme nous l'avions fait. On ne voulait pas qu'ils grandissent en attendant quelque chose, en se disant qu'un jour, un trésor leur tomberait tout cuit dans le bec. On voulait leur léguer des valeurs, pas seulement de la valeur. C'était notre principe, notre fierté. Une leçon silencieuse. Après la mort d'Hélène, ce secret est devenu encore plus sacré. C'était la dernière promesse que je lui avais faite, sans même le dire à voix haute. Ce terrain, c'était notre forteresse. Je devais le protéger, le garder pour un jour de véritable tempête. Pas pour payer les dettes de jeu d'un gendre ou les caprices d'une belle-fille. Non. Pour quelque chose de plus grand. Je continuais à payer les modestes taxes foncières chaque année avec ma petite retraite. Et personne ne posait de questions. Pour Julien et Sophie,
j'étais juste le vieux père qui avait du mal à joindre les deux bouts dans sa grande maison. L'idée que je puisse posséder autre chose que ces murs ne leur a jamais traversé l'esprit. Le monde a changé autour de ce terrain. La ville a grandi, elle a dévoré les champs. La voie ferrée a été transformée en une ligne de tramway. Une zone commerciale a poussé juste à côté. Le marécage a été asséché pour construire des bureaux. Et mon lopin de terre inutile, mon terrain vague, est devenu, sans que personne ne le sache, une pépite d'or. Il y a 3 ans, curieux, j'ai demandé une évaluation discrète à un expert immobilier, un homme de confiance qui connaissait mon histoire. Quand il m'a donné le chiffre, j'ai failli m'étouffer. Le terrain valait un peu plus de 400 000 euros. 400 000 euros. Une somme que mes enfants, avec leur crédit et leur fin de mois difficile, ne pouvaient même pas rêver d'approcher. Eux, dans le salon, ils se déchiraient pour une maison estimée peut-être à 250 000 euros, une maison pleine de souvenirs qu'ils étaient prêts à brader. Ils se battaient pour les miettes, ignorant l'existence du festin. Leur avidité les avait rendus aveugles et sourds. Ils me voyaient comme un pauvre vieillard, un homme du passé, incapable de comprendre le monde moderne, incapable d'avoir eu la moindre vision d'avenir. Cette image qu'ils avaient de moi, cette caricature de l'ouvrier simplet, a été ma meilleure protection. Leur mépris a été le gardien le plus fidèle de mon secret. Ils ne m'ont jamais posé les bonnes questions, car ils étaient persuadés de déjà connaître toutes les réponses. Leur conversation n'était pas seulement une trahison, c'était une insulte à mon intelligence, à la vie entière que j'avais menée. Une vie de sacrifice? Oui, mais aussi de prévoyance. Hélène disait toujours. Tes mains sont peut-être couvertes de ciment, mais ta tête est bien pleine. Elle avait raison. J'ai peut-être passé ma vie à construire des murs pour les autres, mais j'ai aussi su construire mon propre avenir, silencieusement, patiemment, brique par brique, tout comme cette maison. Et ce trésor, ils ne le méritaient pas. Ils avaient prouvé qu'ils n'étaient pas les héritiers de mes valeurs, alors ils ne seraient pas les héritiers de ma valeur. C'était aussi simple et aussi tranchant que ça. Dans ce lit, je n'étais plus la victime impuissante qu'ils imaginaient, j'étais le maître du jeu, un jeu dont ils ignoraient jusqu'aux règles. J'ai senti une force nouvelle m'envahir, une détermination froide qui a chassé la fièvre. Ce n'était pas la joie de posséder de l'argent, non. C'était la puissance de la liberté. La liberté de décider. La liberté de donner un dernier sens à ma vie, un sens qu'ils ne pourraient jamais comprendre, ni souiller. Ils avaient voulu m'enterrer, mais ils n'avaient fait que déterrer une force en moi que je croyais endormie pour toujours. Ils m'avaient manqué de respect une fois de trop. Ce terrain n'avait pas été acheté pour devenir l'apport d'une nouvelle voiture de luxe pour Julien, ou pour financer les vacances de Sophie aux Maldives. Son but était plus noble. Il avait été acquis par le labeur, et sanctuarisé par une promesse faite à l'amour de ma vie. Son destin devait être à la hauteur de son origine. Il ne servirait pas à récompenser l'ingratitude. Il servirait à honorer la mémoire d'Hélène. Il servirait à laisser une trace de ce que nous étions vraiment. Des gens qui croyaient en la communauté, en l'entraide, en la dignité. Tout ce que mes enfants semblaient avoir oublié. Je me suis souvenu des paroles du père Antoine, le curé de notre paroisse, un ami discret et fidèle depuis la mort d'Hélène. Il se plaignait souvent du manque de moyens pour aider les familles dans le besoin, les jeunes sans-abri, qui cherchaient un refuge pour la nuit. L'église était vieille, les dons se faisaient rares. Il parlait de son rêve d'ouvrir un petit foyer d'accueil, un lieu chaleureux pour ceux que la vie avait abîmés. Un foyer au nom de la charité. En entendant mes enfants se partager mes biens, le rêve du père Antoine et ma propre résolution se sont rencontrés. Le chemin est devenu clair, lumineux, évident. Mes enfants m'ont sous-estimé toute leur vie. Ils ont vu le bleu de travail, mais pas l'homme à l'intérieur. Ils ont vu les mains abîmées, mais pas le cerveau qui calculait. Ils ont vu la fatigue, mais pas la persévérance. Ils ont cru que ma seule richesse était cette maison, ce tas de briques qu'ils convoitaient. Ils n'ont pas compris que ma vraie richesse, c'était ma parole, ma droiture, et cette capacité à voir plus loin que le bout de mon nez. Une capacité que, visiblement, je ne leur avais pas transmise. C'était peut-être ça, mon seul véritable échec. Le silence est une arme redoutable quand on sait s'en servir. Pendant des années, mon silence a protégé mon secret. Maintenant il allait servir à exécuter ma dernière volonté. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas les insulter. Je n'allais pas leur faire la leçon. Les mots sont du vent, surtout pour ceux qui ne veulent pas entendre. Les actes par contre sont des pierres. Ils restent. Ils construisent ou ils détruisent. J'avais passé ma vie à construire. J'allais poser une dernière pierre. La plus importante de toutes. Et elle n'allait pas servir à agrandir leur patrimoine, mais à réduire leur arrogance à néant. L'argent du terrain ne réparerait pas leurs erreurs. Il ne comblerait pas le vide de leur cœur. Hélène n'aurait jamais voulu ça.
Elle aurait voulu que cet argent serve à construire quelque chose de durable, de bon. Quelque chose qui porte son nom et qui reflète sa générosité. Le foyer Hélène Moreau. Un lieu de refuge. Voilà ce que je pouvais construire. Un dernier chantier. Le plus beau de ma vie. Un édifice bâti non pas sur la cupidité de mes enfants, mais sur les ruines de l'amour qu'ils m'avaient porté un jour. En cet instant, j'ai repris le contrôle. Le vieil homme malade et tremblant a disparu, remplacé par le bâtisseur. Je n'étais plus une victime attendant la fin. J'étais un architecte, dessinant les plans de mon propre héritage. Un héritage qu'ils verraient, mais qu'ils ne pourraient jamais toucher. Ils voulaient la maison? Ils voulaient l'argent? J'allais leur montrer ce qu'on fait quand on a un cœur. J'allais leur montrer la différence entre posséder et donner. La leçon allait être silencieuse, irrévocable, et elle serait administrée non pas par un père en colère, mais par un notaire et un homme d'église. Ils pensaient que la partie était terminée, que j'avais déjà perdu. Ils ne savaient pas que je venais de poser mes cartes maîtresses sur la table. Des cartes qu'ils n'avaient jamais su que j'avais en main. La surprise sur leur visage, ce serait ça, ma petite victoire personnelle. Pas une vengeance, non. Juste le rétablissement de la vérité. La vérité sur qui j'étais, et la vérité sur ce qu'ils étaient devenus. Le rideau allait bientôt tomber, mais la pièce n'était pas la comédie avide qu'ils avaient imaginée. C'était une tragédie sur l'ingratitude, et l'acte final allait être écrit par moi, et par moi seul. Dès que la fièvre est tombée, une clarté de glace a pris sa place. Je me suis levé, lentement, mes jambes encore faibles, mais mon esprit aussi solide qu'un mur de soutènement. Je n'ai pas perdu une minute. Mon premier geste n'a pas été de prendre mon téléphone pour les insulter, non. Mon premier appel a été pour Maître Dubois, un notaire de la vieille école, un homme qui comprenait encore la valeur d'une parole donnée. Le second a été pour le père Antoine, ma voix était calme, posée. Je leur ai expliqué mon projet, sans fioriture, sans plainte. Je leur ai demandé de venir chez moi le surlendemain. Ils ont accepté, sentant l'urgence et la gravité dans mon ton. Ce jour-là, dans le silence de ma maison, j'ai commencé à couler les fondations de mon dernier chantier, le plus important de tous. Le lendemain, j'ai appelé mes enfants. D'abord Julien, puis Sophie. J'ai utilisé la même phrase, simple et neutre, pour chacun d'eux. J'ai besoin que vous veniez à la maison demain à 15h. J'ai pris des dispositions importantes et je veux que vous soyez là. Je n'ai mis ni colère ni reproche dans ma voix. Juste une sorte de lassitude résignée. Ils ont dû penser que j'allais enfin leur parler du testament, peut-être même leur donner une procuration. J'entendais presque leur avidité grésiller au bout du fil. Bien sûr, papa, on sera là. Ne t'inquiète pas. Ils ne s'inquiétaient pas. Ils se réjouissaient déjà. Ils pensaient venir assister à leur victoire à la capitulation du vieil homme. Ils venaient en réalité assister à leur propre déshéritement moral. Ils sont arrivés à l'heure, chose rare. Leur visage affichait une compassion de circonstance, un masque mal ajusté qui cachait mal leur impatience. En entrant dans le salon, ils se sont figés sur le seuil. Je n'étais pas dans mon lit, mais assis dans mon vieux fauteuil en cuir, celui où Hélène s'asseyait pour lire. J'avais mis ma plus belle chemise. J'étais rasé de près. À ma droite, le père Antoine, dans sa soutane noire, tenait un chapelet entre ses doigts. À ma gauche, Maître Dubois, le notaire, avait posé sa serviette en cuir sur la table basse. Des documents bien en évidence. Leurs sourires forcés se sont effacés, remplacés par une confusion méfiante. Le silence dans la pièce était total, lourd, plus écrasant que n'importe quel cri. Maître Dubois n'a pas perdu de temps en salutations. Il a chaussé ses lunettes et s'est saisi d'un document. À la demande de monsieur Jean-Pierre Moreau, je vais vous donner lecture de l'acte qu'il s'apprête à signer. Sa voix était monotone, professionnelle, ce qui rendait chaque mot encore plus tranchant. Je, sous-signé, Jean-Pierre Moreau, saint de corps et d'esprit, fais don à titre gratuit, plein et irrévocable, de la totalité de mes biens immobiliers, à savoir la maison sise à cette adresse et le terrain attenant, à la paroisse de Lille, à la condition expresse qu'y soit établi un foyer d'accueil pour les personnes démunies. Ce foyer portera le nom de foyer Hélène Moreau. J'ai vu le sang quitter le visage de Julien. Sophie a porté une main à sa bouche, ses yeux passant de l'incompréhension à une rage muette. Le notaire m'a tendu le stylo. Ma main n'a pas tremblé. J'ai signé. Le bruit de la plume sur le papier a résonné comme un coup de marteau final. Ils sont restés là, pétrifiés, incapables de prononcer un mot. Le notaire a rangé ses documents, le père Antoine a murmuré un « Que Dieu vous bénisse, Jean-Pierre », et ils sont partis, me laissant seul avec mes deux enfants, qui étaient désormais des étrangers dans ou plutôt, dans leur ancienne maison. Je ne les ai pas regardés. Mon regard s'est porté vers la fenêtre, vers le pommier que j'avais planté avec Hélène. Je n'avais rien détruit. J'avais transformé le symbole de leur cupidité, en un monument à la générosité de leur mère. Je n'avais pas agi par vengeance, mais par amour. L'amour pour ma femme, et le respect pour la vie que nous avions bâtie.
Je leur avais tout donné. Ils n'avaient rien compris. Alors j'ai donné ce qu'il me restait à ceux qui en avaient vraiment besoin. Dans le silence absolu de ce salon, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix totale. J'étais enfin libre. J'avais bâti ma vie, et j'en avais aussi écrit la fin. Une fin juste.